On a souvent dit faut qu'il ait la même expérience partout. Et nous, on est convaincus que c'est pas vrai. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour accueillir une nouvelle invitée dans le podcast Agora. C'est Agnieszka Simon-Lewitowicz, est-ce que je l'ai bien prononcé ? Oui, très bien. Parfait. Et donc Agnieszka, tu es directrice e-commerce chez Cultura. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter cette belle enseigne, qu'est-ce qu'elle fait Cultura, pour ceux qui ne la connaissent pas ? Alors c'est possible pour les Parisiens intramuros qui ne la connaissent pas, parce qu'on n'a pas de magasin dans Paris. Donc déjà j'ai posé le mot magasin. Donc Exactement. on est une belle enseigne de retail qui existe depuis 1998. J'aime bien dire comme Google, mais bon, on n'a pas eu la même trajectoire et surtout la même ambition. Nous, notre ambition, c'est de diffuser la culture au plus grand nombre. Et donc on a des magasins où on propose la culture, je dirais, dans toutes ses formes, dans toutes ses versions, accessibles au plus grand nombre. Ok, donc des magasins et un site e-commerce dont tu t'occupes. Exactement. Qui a été créé quand du coup ? Alors, en 2005, le premier site e-commerce chez Cultura, donc ça fait longtemps, c'est une longue histoire par rapport à d'autres retailers. Après, on a eu plein de versions de sites. D'ailleurs, on va peut-être parler de la dernière version, la version actuelle. Mais le site existe depuis pas mal d'années. Bon, parfait. Moi, je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui, que tu sois avec moi aujourd'hui pour échanger en fait sur tes enjeux, sur ce que tu as fait sur le site Cultura et sur l'écosystème digital Cultura. Quand on a préparé ce podcast, moi, j'ai trouvé que c'était hyper riche. Il y avait énormément de choses qu'on pouvait aborder. Donc, je suis ravi qu'on puisse avoir ce moment ensemble privilégié pour découvrir un petit peu l'envers du décor de Cultura, que moi je connais en tant que client personnellement, mais que je ne connaissais pas de l'intérieur. Et donc c'est ce qu'on va s'attacher à faire aujourd'hui. Moi, quand on a discuté ensemble, il y a un sujet qui revenait assez souvent, c'est l'omnicanalité. Oui. L'omnicanalité qui peut être un sujet dont on a déjà entendu depuis pas mal de temps, mais qui en fait est extrêmement d'actualité, extrêmement pertinent pour ton enseigne. Et donc moi, j'avais envie de te poser une première question qui est, c'est quoi l'omnicanalité chez Cultura ? L'omnicanalité chez Cultura, c'est faire vivre une expérience aux clients qui soit à l'image de Cultura, mais qui corresponde aux canaux dans lesquels il vit l'expérience. On a souvent dit faut qu'il ait la même expérience partout. On pense que chaque point de contact, chaque canal a ses aspérités et on doit l'adapter parce que l'attente du client n'est pas la même, l'expérience n'est pas la même. On ne vient pas chercher la même chose dans un magasin que sur son mobile, tout simplement. Et on doit l'adapter tout en ayant cette touche Cultura qui nous est particulière. Ok. Et du coup, pour toi, l'omnicanalité, c'est une opportunité pour vendre plus ? Vendre mieux. Ouais. Répondre aux différents moments finalement de la vie d'un client ou d'un prospect d'ailleurs, parce qu'on répond aux deux. Et c'est fluidifier les parcours. C'est s'adapter à un moment de vie le plus pertinemment possible pour que la vente, on l'espère, mais en tout cas le parcours, l'expérience Cultura soit vraiment à notre image et qu'elle réponde à la base à ce que cherchait le client. Ok, très bien. Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où sur l'omnicanalité ? J'espère qu'on a posé des belles briques, ouais, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet. J'espère que j'ai pu faire passer Cultura dans l'omnicanalité. Ça a vraiment été un enjeu, parce que ça fait 7 ans que je suis dans l'enseigne. C'est comment on passe d'une enseigne multicanal à une enseigne omnicanal. Dans la démarche, qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit penser pour que cette expérience elle soit plus fluide, qu'on mette vraiment finalement le client au centre du sujet. Ça peut être dur pour l'enseigne parce que des fois c'est plus simple de faire de telle ou telle manière pour l'enseigne, mais c'est vraiment on remet le client au centre et on se pose la question quelle est l'expérience qu'on veut lui faire vivre à lui, et après on voit comment ça se passe dans les backstage. Ok, et du coup si tu dois donner un exemple de ce qu'est l'omnicanalité chez Cultura, t'as envie de prendre lequel d'un point de vue du client ? D'un point de vue du client, c'est avoir toute l'offre Cultura qui soit disponible sur cultura.com et dans les points de vente. Pas sous la même forme, pas sous le même délai, mais c'est 100% de l'offre tout le temps disponible. Ok, et ça n'a pas toujours été le cas ? Alors,
Ça n'a pas toujours été le cas et ça n'a pas toujours été simple de le trouver. Bien sûr, il y a sur cultura.com avoir la disponibilité du stock dans le magasin le plus proche, mais c'est aussi pouvoir le réserver en 2 heures, pouvoir récupérer le colis. Alors tout ça, c'était plutôt fait et existant, mais ce qui était compliqué, c'était le client arrive dans le magasin et dit « Bonjour, je viens chercher une commande. Alors, est-ce que vous avez fait une IRESA en 2 heures, un click and collect ou une commande dans le magasin ?» Et c'était 3 points de retrait différents. Okay. Donc, c'était vraiment unifier ces parcours, que ce soit dans le magasin et également sur le site. Aujourd'hui, on a encore 2 parcours. C'est différent quand on fait une IRESA et un click and collect en magasin, ça veut dire préparer dans le stock e-commerce. Les parcours sont encore différents et on va finir par les unifier courant 2026. Donc c'est un sujet finalement, ça fait des années qu'on travaille dessus, mais c'est un sujet complexe parce qu'on doit prévoir tous les parcours et il y a des nouveaux parcours qui s'ajoutent parce que par exemple depuis 2 ans on a une marketplace sur cultura.com, donc forcément ça complexifie, ça rajoute des briques, des possibilités pour le client, mais nous des parcours qu'on n'avait pas imaginés dès le départ. Tu parlais de transformation. Passer du multicanal à l'omnicanal. Alors moi, c'est des mots qui me parlent. Je travaillais chez Carrefour, comme je t'avais dit, où on était le multicanal, c'était déjà le Graal, hein, il y a une dizaine d'années. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que tu as transformé, t'as fait le passage du multicanal à l'omnicanal. Est-ce que ça, tu peux nous le raconter un peu plus en détail ? Qu'est-ce que tu as mené ? Comment tu as géré ce chantier ? Alors déjà, je ne l'ai pas menée toute seule. Ouais. C'est pas moi qui ai transformé, c'est bien une équipe. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard parce que tout seul, finalement, on ne fait pas grand-chose. On le fait surtout en fédérant, en étant accompagné par d'autres personnes et en mobilisant le sujet en interne. Mais pour répondre, qu'est-ce qu'on a transformé ? Déjà, on a fait un changement de plateforme. Je suis arrivée chez Cultura en 2018. Le contexte était un petit peu complexe techniquement. On avait une plateforme qui n'était pas en très bonne santé. Et on arrivait dans le fameux cycle, on est sur un Magento 1, vite, passons sur le Magento 2. Et c'est là, c'est posé la question, est-ce qu'on fait juste un replatforming ? Et la proposition que j'ai défendue avec d'autres, c'est ne faisons pas juste de basculer d'une plateforme A à une plateforme B, mais pensons l'omnicanalité de demain. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être omnicanal ? Comment on passe d'un monolithe où on a tout mis dedans à avoir toutes les briques qui nous permettront de reconnaître le client en magasin et sur le site, qui nous permettront d'avoir une donnée produit qui soit la même sur tous nos devices, etc. Donc, comment on imagine ça demain ? Et ça a été vraiment la grande transfo qu'on a menée jusqu'en 2022 pour qu'elle soit visible aux clients, je dirais, en back-office toujours. Et depuis 2022, qu'on continue avec le site qu'on a actuellement, avec tout ce qu'on continue à changer et les changements déjà prévus pour 2026. OK. Et tu parlais de monolithe avant. Oui. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as quoi ? Tu as une architecture qui est ouverte, qui est modulaire, c'est ça, un peu comme un Lego ? On n'est pas dans l'état de l'art du headless. C'est assez compliqué pour une enseigne. Et puis, d'autant plus, je dirais, pour une enseigne de retail. Nous, notre cœur de métier, c'est pas la tech. Notre cœur de métier, c'est le magasin, c'est le client, c'est le produit. Donc, on essaye de prendre le meilleur des solutions qui existent. Donc, on est pas loin du headless, mais on n'y est pas tout à fait. Mais effectivement, on a différentes briques. Donc, on a un PIM, on a un DAM, on a un front et un back pour la partie e-commerce, un OMS et également un SIAM pour reconnaître le client. C'est tout ce qu'on a connecté un peu dans le cadre de ce projet qui est sorti. Un SIAM, c'est quoi ? Je sais pas ce que... C'est ce qui permet d'identifier le client. C'est un identifiant client unique qui nous permet de reconnaître le client sur tous les points de contact. Ok, très bien. Ok, donc une archi inspirée du headless, assez ouverte, assez apaisée. Et donc ça, aujourd'hui, c'est en place, ça fonctionne ? Tu es contente de cette transfo ? Oui, aujourd'hui, en 2025, je suis contente de là où on est arrivé. Après, c'est un long chemin qui a été semé de
plein d'obstacles et de challenges à voir devant nous. Déjà, on avait un seul outil, Magento, qu'on maîtrisait extrêmement bien. On en a rajouté un nouveau par-dessus qui est AEM. Donc, il a fallu apprendre comment on fait cohabiter ces deux technos entre le front et le back qu'on n'avait jamais décorrélé. Plus, en fait, l'information, elle était dispatchée partout, là où elle devrait être. Donc, l'information produit était dans le PIM. Donc, c'était plus je me connecte à ma fiche produit, je change ce qui va plus. Il y a des nouveaux process qui nous permettent de changer l'information. Donc, on a un peu perdu en agilité. Par contre, on a gagné en cohérence. Pour le client, je pense que c'est fondamental. Et on continue à travailler sur ce sujet, d'avoir la bonne info au bon moment, presque en temps réel. C'est un peu notre Graal à nous aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore au point où on voudrait être. C'est du temps réel au maximum dans la nécessité du besoin client, parce que je pense qu'on n'est pas à la seconde près. Il y a quand même une tolérance sur ce sujet-là. Et après, c'est vraiment d'avoir le site qui soit le plus agréable en termes d'expérience pour le client. Du coup, tu parlais de la transformation que vous avez commencé, je crois que c'était il y a 3 ans à peu près, 3 ou 4 ans. En 2019. 2019, ok, donc un peu plus. Là, vous êtes omnicanal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pour continuer cette transformation, pour aller encore plus loin, c'est quoi les enjeux que vous avez? C'est quoi les éléments, sans trahir de secret ou la feuille de route, mais pour toi, les éléments sur lesquels il faut encore continuer à transformer? Alors, là où on doit continuer à transformer, c'est avoir de plus en plus de données sur le client, mais pas juste pour avoir la donnée, pour rien en faire, mais pour lui offrir une expérience plus personnalisée. Aujourd'hui, on offre des parcours fluides, mais on a quand même sur le site plus de 3 millions de produits. Donc, si on pouvait le faciliter, aller dans plus de personnalisation, plus de reconnaissance client, parce que un lecteur de polar, c'est peut-être pas quelqu'un qui va faire de l'instrument de musique ou des loisirs créatifs. Il peut être multi-rayon, multi-métier chez nous, mais ces centres d'intérêt, il faut qu'on les prenne plus en compte et qu'on aille plus vers la personnalisation. Donc nous, on a un gros enjeu d'aller vers de la personnalisation de plus en plus des parcours, beaucoup sur le site et progressivement en magasin. Et aussi, y a comment on connecte de plus en plus le magasin et le site pas au moment de réceptionner une commande, mais en amont. Par exemple, comment on revendique qu'on a un site internet, comment on évite, s'il y a malheureusement une rupture d'un produit, qu'elle est quand même disponible, parce que chaque vendeur a un téléphone dans sa main et il peut commander sur le stock de cultura.com et recevoir le produit le lendemain. Donc, comment on fait ces parcours en rayon? Je vais avoir sur, par exemple, une saga, le premier et le dernier tome qui est sorti, et tous les autres seront peut-être disponibles soit sur commande, soit sur cultura.com. Donc, comment on montre qu'en fait, il n'y a pas que ce qu'il y a dans le magasin. Il y a une offre bien plus large et bien plus pléthorique. Et ça, on doit encore travailler dessus. Ok. Et en termes de ref, juste pour se rendre compte, combien tu as de produits en magasin à peu près dans un Cultura versus le site? Alors, je vais parler en référence stockée, parce que je reviendrai sur le sujet juste derrière. Il y a à peu près 200 000 références dans un magasin Cultura, parce que le livre, déjà, c'est dans les plus gros, je pense qu'on est à 70 000 références. Okay. Donc déjà, ça représente beaucoup de volume. Sur cultura.com, on stocke à peu près 400 000 références, donc on les stocke. Et après, il y a des rayons comme le livre, où au global, on a plus d'1 million de références, parce qu'on peut commander, en fait, passer une commande et vendre sur du hors-stock. Okay. Ça, c'est le cas, par exemple, sur le livre ou également sur la musique, où on va stocker une partie du référentiel et le reste, on va, en fonction des commandes clients, passer les commandes. Ok, donc pas mal de références quand même. 200 000 en magasin, 1 million en ligne, ça commence à faire. Et je dirais même 3 millions aujourd'hui, parce qu'on a la marketplace, et la multiplicité des états, parce qu'on vend pas que du produit neuf avec la marketplace, on s'est mis à l'occasion, et il y a toutes les offres d'occasion qui peuvent être disponibles aussi sur un produit. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs sur le segment de la culture. Il y a un gros Américain qui a commencé par vendre du livre. Il y a un agitateur de culture avec des couleurs noires et jaunes. Aujourd'hui, qu'est-ce que sont venus chercher les marchands qui sont venus sur votre marketplace ?
Déjà, on est français. Je ne sais pas si ça peut jouer. On va dire qu'on va être dans une collaboration avec les vendeurs qui vont venir sur la marketplace. Et on va chercher des vendeurs, soit qui viennent dans de la complémentarité. Donc, il y a, par exemple, les librairies Gibert qui vendent toute la partie d'occasion. On a créé un partenariat avec eux. Et je pense qu'ils recherchent le fait qu'on est libraire aussi chez Cultura. Donc, on se comprend potentiellement. Et on drive déjà un trafic qui les intéresse avec des clients potentiels. Et après, on va chercher par exemple des produits plus de niche, du Made in France, des fournisseurs qu'on ne pourra pas référencer en direct parce que on n'a pas la place, parce que on ne sait pas si ça va marcher, et on va aller chercher une complémentarité vraiment de cette offre-là dans ces éléments-là. Donc je pense que ce qui est recherché, d'une part, ils voient qu'on drive du trafic, on est quand même un site pas aussi gros que les deux que tu as cités, mais qui commence à se défendre sur son segment. On a une richesse des parcours, parce qu'on a quand même plus de 14 rayons différents disponibles, qui vont du livre à l'instrument de musique, passant par le loisir créatif, la musique, le gaming, etc. Donc ça crée, je ne vais pas oublier les jeux de société et la partie enfant, bien évidemment, mais ça crée quand même une vraie complémentarité d'offres, où on peut vraiment aller chercher plus loin de la gamme expert, de la gamme pointue, ce qu'on va travailler beaucoup avec la marketplace. Ok. Donc là, il y a une volonté de continuer à développer la marketplace. En bonne intelligence. On va vraiment définir de quoi on a besoin entre ce que recherchent les vendeurs et ce que nous, on a besoin pour rester dans notre plateforme de marque. On n'a pas une stratégie que la marketplace demain représente 80% de notre chiffre d'affaires en ligne, enfin notre volume d'affaires en ligne, mais bien qu'on soit dans quelque chose d'équilibré et que même si c'est un vendeur marketplace, il soit dans les codes de Cultura. Ok, très clair. Quand tu parles d'omnicanalité dans une enseigne qui a des comme Cultura, moi j'entends, il y a des points de vente, il y a des équipes qui gèrent le site, il y a le site cultura.com. Comment tu fais fonctionner tout ça ensemble pour que tout le monde pédale dans le même sens, casser les silos? Comment tu t'y es pris, ou comment tu t'y prends aujourd'hui avec tes collègues? Alors, il y a déjà quelque chose qui a été fait avant que j'arrive et qui est, je pense, un vrai facilitateur, c'est que le chiffre d'affaires du web, il est rattaché au magasin. En fonction de certains critères comme la zone de chalandise, comme la taille du magasin, etc. Il y a un certain nombre de critères qu'on a définis. Donc, on rentre dans le chiffre du magasin. Il n'y a pas ce côté ton client, mon client. Donc, il n'y a pas de bagarre, c'est pas la concurrence entre le web et le magasin. Non, ils nous mettent plutôt la pression pour qu'on fasse bien nos chiffres, pour qu'eux atteignent les leurs, vu que c'est bien ça, on va dans le même sens. Ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément, c'est que sur ce chiffre d'affaires digital qui est rattaché au magasin, il y en a 30%, ils ont une action à faire dessus. Donc, ils sont acteurs, en fait, de ce chiffre. Soit ils doivent préparer une commande dans le magasin, typiquement les e-réservations qui doivent être prêtes en 2 heures, ou alors ils doivent réaliser la vente. Ils doivent, quand ils n'ont pas le produit, c'est à eux de proposer qu'ils ont une solution au client avec... Certes, Cultura.com qui est en back-office, mais les gens ne savent pas forcément que c'est la plateforme logistique du e-commerce qui va préparer la commande. Et ça, finalement, le client, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un super service dans un super timing. Et c'est ça qu'on doit proposer. Et c'est pour ça qu'on joue un peu comme dans une équipe de foot. Il y a ceux qui passent et ceux qui tirent des buts. Exactement. Donc, une commande sur 3 sur lequel le magasin a une influence sur ta commande. Oui, à peu près, un petit peu moins parce que les paniers sont un petit peu plus faibles sur la partie magasin, mais clairement 30% de son CA digital, okay. Il a la main dessus. Ah ouais, c'est un sacré métrique, ça. Aujourd'hui, l'omnicanalité, du coup, plutôt côté en coulisses, comme tu disais tout à l'heure, comment ça se passe? Comment tu as organisé ça? On parlait du magasin, donc je vais continuer sur le magasin parce que pour que les gens fassent le geste, soient conscients en fait de tout ce qu'ils peuvent faire en complémentarité entre le magasin et le digital, faut les former. Donc nous, on a un process de formation pour les publics magasins, dont par exemple pour les jeunes directeurs de magasins, il y a une formation qui a lieu plusieurs fois par an que j'anime personnellement avec mes équipes bien évidemment, mais
pour leur transmettre quels sont les leviers qui sont à leur disposition, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelle est l'importance. On parle aussi bien de l'importance de la fiche établissement sur Google que du geste de la préparation de la RSA ou de ce qu'on appelle la commande client web, qui est cette fameuse vente faite par le passeur de culture, donc nos conseillers de vente. Donc déjà, c'est la brique formation, former pour que les gens soient conscients aussi bien des chiffres que des gestes. Donc je dirais que tous les gestes magasins, il y a l'intégration du digital maintenant qui est transparente depuis le conseiller de vente jusqu'au directeur de magasin. Donc ça, c'est le premier élément. Mais il y a aussi de l'autre côté, les équipes web, c'est des hommes, des femmes. Il faut qu'il y ait de la complémentarité dans les parcours. Donc j'aime beaucoup aussi dans mes équipes avoir des gens qui viennent soit des magasins, soit par exemple d'autres services, des équipes de l'offre, pour qu'on soit vraiment experts sur les produits qu'on propose. Et j'encourage aussi mes équipes digitales à se développer au sein de Cultura, parce que c'est en ayant des parcours, des expertises croisées qu'on va incarner cette omnicanalité. C'est pas juste ce que fait le client, il faut qu'on le fasse nous aussi dans nos parcours de formation, nos parcours de carrière. Ouais, c'est des formes de vie ma vie un peu étendues que vous faites du coup. Pas que vie ma vie, parce que c'est des gens qui vont faire un poste pendant plusieurs années, okay. Soit en magasin, soit sur le web. Après, il y a des vie ma vie tous les ans pour les équipes. Elles vont, par exemple, à la logistique, voir comment ça se passe, préparer des colis. Il faut que mes e-merchandisers ils soient conscients du circuit de la commande de leurs clients. Et tous les ans, ils ont l'opportunité d'aller sur la période de Noël, rencontrer les clients pour leur rendre service et que cette période de Noël soit la plus réussie pour eux et pour nous. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que ton équipe e-commerce, elle est vachement incarnée et en fait, c'est pas juste les équipes web qui sont au siège, qui sont pas dans les magasins. Je trouve ça hyper intéressant cet axe de formation où où tu rends visible en fait les personnes qui font le site web pour les équipes. Je trouve que ça donne beaucoup de corps à l'initiative et ça donne envie aussi ensuite aux équipes de collaborer. Ça, je trouve que c'est des belles réussites, ça. Il y a collaborer, mais aussi le jour où ils ont un problème ou s'ils voient quelque chose sur le site qui nous remonte l'information. Parce que c'est autant de pères Dieu, finalement, qui vont nous dire tiens, est-ce que tu n'as pas un problème sur le site ? Est-ce que, tiens, j'ai vu tel élément, est-ce qu'on ne pourrait pas le corriger, l'améliorer ? Nous, on a un peu tout le temps le nez dedans dans cultura.com. Donc, on a besoin de ce regard de côté, soit d'experts, soit de néophytes qui vont nous permettre aussi de continuer à faire, soit à débugger le site, parce que comme tout site, on peut avoir des bugs, et soit à imaginer des nouvelles fonctionnalités ou vers quoi on doit tendre pour se faire challenger. Donc, c'est aussi une ouverture au dialogue ou à trouver des solutions quand il y a besoin. Tu nous as expliqué que tu as mis en place sur la partie interne, avec les formations, avec les vie ma vie, avec ces équipes qui se connectent et qui se rencontrent. Ça, c'est des choses que tu as mises en place quand tu es arrivé ou qui sont assez récentes ? Je pense que ça fait partie de l'ADN et des valeurs de Cultura, d'avoir la symétrie des attentions. C'est de pouvoir offrir aux clients un super service et finalement que nos équipes puissent bénéficier aussi d'une super expérience au sein de l'entreprise. Ça passe aussi bien sûr par des valeurs très fortes. On parle de oser en confiance et c'est pleinement incarné. Oser de changer de carrière, oser poser des questions, oser faire le pas de côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vit à l'intérieur de Cultura. Le pas de côté, c'est une valeur qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qu'on a mis chez Auréa et auquel je crois beaucoup. C'est important de savoir pas faire les choses uniquement dans l'uniformité et de pouvoir se réinventer. Donc, c'est une valeur à laquelle je suis très attaché. Donc, ça me fait plaisir d'entendre qu'on n'est pas les seuls à l'utiliser. Voilà, je ferme la parenthèse personnelle. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Quand on parle d'e-commerce, on pense à la performance, on pense au chiffre d'affaires que génère l'e-commerce. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pilotez ça ? Comment est-ce que vous pilotez le chiffre du site ? Comment est-ce que vous faites mieux chaque jour pour avoir un site qui continue à croître ? Alors sur la partie pilotage, je pense que comme
tous les e-commerçants, on a des KPIs avec des outils d'analytics et on a d'ailleurs la chance d'avoir beaucoup de données avec différents outils, que ce soit Adobe Analytics ou Content Square. Mais une fois qu'on a cette donnée, on en fait quoi? Le but, c'est de la piloter et de l'améliorer. Et on s'est rendu compte qu'on n'allait pas assez loin dans l'amélioration il y a 2 ans à peu près. Donc, on a décidé de créer une cellule CRO où le but, c'est vraiment comment on analyse la donnée, on fait des A/B tests pour en fait avoir des leviers d'évolution, que ce soit des nouveaux développements ou une amélioration du parcours par la manière dont on présente les choses, qui va permettre d'accroître la conversion. Donc on a vraiment créé cette cellule qui a vraiment décollé, où l'ambition c'est d'avoir au moins un A/B test qui tourne sur chaque typologie de page en permanence. Parce qu'on doit se remettre en question. Le monde, il tourne plus vite que nous, il évolue encore plus vite qu'on ne l'imagine, et c'est pas à l'heure de l'IA que ça va ralentir. Donc clairement, il faut qu'on soit dans une remise en question permanente. Avec ma petite expérience de 15 ans, je faisais pas du tout le e-commerce de la même manière il y a 15 ans qu'aujourd'hui. On parlait pas du tout du mobile, etc. Et ça, c'est juste quelques exemples. Mais finalement, l'amélioration, il faut qu'elle soit continue. Moi, je crois assez peu au Big Bang. On doit de temps en temps faire des grosses transfos comme nous on a fait en 2022, mais finalement l'amélioration elle doit être en permanence, on doit se remettre en cause tout le temps parce que les habitudes de consommation, la manière dont on va acheter, la manière dont on va s'informer, elle évolue tout le temps. Et dans ton équipe CRO, c'est quoi les profils? Vous êtes combien? Tu peux lever le voile un peu là-dessus? Oui, bien sûr. Je peux partager cette information. Donc, j'ai une responsable CRO. Elle a dans son équipe une personne qui est un chef de projet A/B test, une web analyste et un développeur dédié au sujet de l'A/B test. Parce qu'on s'est rendu compte que sinon, on avait beau faire soit de l'exploratoire en termes d'analyse pour identifier des sujets, lancer des A/B tests et montrer que ça fonctionne. Mais si on n'a pas quelqu'un pour développer le code dans les outils d'A/B test, parce qu'aujourd'hui on n'est plus au niveau où on peut juste avec un widget, on échange de boutons et on est content de faire cet A/B test. C'est très bien de commencer par là, c'est super de se rendre compte du potentiel, mais très vite on a envie d'aller plus loin et on se rend compte que les points de friction c'est pas forcément les sujets les plus faciles et on a besoin de tester plein de versions différentes, pas en même temps bien évidemment, mais il faut accepter que dans l'A/B test il y a une quantité non négligeable d'A/B tests qui peuvent être neutres, voire négatifs. Tout n'est pas un succès et c'est comme ça qu'on avance. C'est vraiment en se questionnant, en se remettant en cause en permanence. Et il y a bien sûr également dans l'équipe, ce que j'ai oublié de préciser, une personne dans l'UX pour que tout ça s'intègre parfaitement sur le site et que finalement le client, il y voit que du feu. On espère que ça va améliorer son expérience, mais il ne faut pas qu'il voit qu'on est en train de tester quelque chose. Donc potentiellement, si tu navigues sur le site et je navigue sur le site, on ne va pas avoir tout à fait la même... On n'aura pas la même chose. Pas tout à fait, et ça va pas forcément être des choses flagrantes, mais on sait que des fois, en grappillant petit point par petit point, ça fait quand même des euros à la fin. Ok. Et ta responsable du coup CRO, c'est un mouton à 5 pattes qui fait de l'UX, de la data, du dev, c'est ça? C'est quoi comme profil? C'est intéressant. Alors oui, on parlait de parcours croisé, donc c'est un profil intéressant parce que c'est une personne qui, elle, a commencé en magasin, pas chez Cultura, dans une autre enseigne, qui était responsable e-merchandising chez Auchan, qui est venue chez nous en tant que responsable e-merchandising chez Cultura, qui a structuré l'équipe pendant 3 ans. Et après, on s'est dit, est-ce que tu as envie d'évoluer? Est-ce que tu as envie d'un nouveau challenge? Parce que c'est une personne qui a besoin de challenge. Et on a écrit ce poste avec elle. Et bien sûr que la data, elle adore ça. L'analyse, elle adore ça. Et c'est surtout réunir des gens autour de projets et d'échanger parce que finalement, on ne trouve pas les solutions tout seul. On les trouve en échangeant avec les PO, les clients, en collectant de la donnée, en interrogeant des gens qui ont des idées, que ce soit en magasin ou ailleurs. Et finalement, c'est ça son profil. Mais j'ai envie de dire, c'est l'envie qui va créer le poste dans ce cas-là. Tu as parlé d'un sujet qui, moi, m'est très cher, Agnieszka. Tu as parlé d'IA. Oui. Tu as parlé d'IA. On en parle beaucoup de l'IA en ce moment. Donc, moi, je voulais qu'on puisse explorer ensemble
les impacts de l'IA et qu'est-ce que l'IA change un peu au quotidien, ou change au quotidien et à plus long terme. Aujourd'hui, sur les parcours d'achat, l'impact de l'IA sur les parcours d'achat, comment est-ce que toi, tu t'appréhendes ces enjeux-là aujourd'hui chez Cultura ? Déjà, je vais poser que l'IA, c'est pas que les LLM. C'est vrai. On parle souvent de ChatGPT et donc poser ce premier élément. Donc, je dirais que le grand public a découvert ChatGPT en novembre 23. Mais il n'y a pas que ça. L'IA, ça fait longtemps qu'on en a dans nos outils en fait. Surtout dans l'e-commerce, que ce soit de l'IA pour faire de la recommandation de produits, que ce soit de l'IA qui va nous aider à faire certains types d'analyses. Donc, c'est des éléments qui existent déjà depuis, je pense, pas mal d'années, au moins une dizaine d'années, dans une partie des outils e-commerce. Aujourd'hui, on ne développe pas nos propres IA chez Cultura, mais on s'appuie sur des outils du marché qui peuvent avoir une partie IA. Donc, on utilise cette opportunité depuis un certain temps. Forcément, les choses sont en train de s'accélérer. Ce qui est en train de changer, c'est pas forcément la manière dont les outils qu'on utilisait déjà changent, c'est le parcours qui est en train de changer des internautes, des mobinautes. Google était le king, est toujours une grosse partie de notre trafic, mais on voit que les choses sont en train de changer. Entre les réseaux sociaux depuis quelques années, la Gen Z qui clairement ne connaît plus Google, qui passe soit par ChatGPT pour faire une recherche, soit par les réseaux sociaux, ça nous remet en cause sur les parcours et où est-ce qu'on doit être visible. Et qui dit ChatGPT dit Bing, parce que c'est clairement un partenariat Microsoft. Donc ça remet par exemple l'importance du référencement sur Bing, alors qu'on était très très orienté Google. Et ça, on n'y pensait plus. Après, j'ai envie de dire, c'est un running gag. Moi, tous les 3-4 ans, on a c'est le retour de Bing. Mais là, ils ont quand même mis la main sur quelque chose où on ne peut plus passer à côté, où on voit des grosses croissances. Et après, ChatGPT, c'est quand même, je pense, dans l'histoire de la tech, en termes d'adoption, une des adoptions les plus rapides qu'il y a eu. En 5 jours, c'est le million d'utilisateurs qui a été dépassé. Donc, c'est en train d'être adopté de manière très massive. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a Perplexity, il y a d'autres applications de Generative AI qui vont faire partie on va dire, des habitudes des consommateurs. Et donc ça, aujourd'hui, vous le sentez déjà, vous, sur les parcours d'achat de Cultura ? Pas encore sur les parcours d'achat. Ce qu'on voit, c'est sur les tendances de trafic Google, sur les segments qu'on suit, on voit une baisse du volume de recherche faite sur Google sur ces segments-là. En revanche, nous, on continue à avoir un trafic, entre autres sur Google, qu'on continue à augmenter et à continuer à dynamiser. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas des parcours d'achat qu'on fait sur ChatGPT, c'est plus des parcours de recherche, j'ai une question, j'ai besoin d'une information. Et puis, il faut dire que pour avoir une source, aujourd'hui, il faut être en version payante. En tout cas, c'est encore le cas aujourd'hui. Ça se trouve, dans 3 semaines, ce ne sera plus le cas. Tout le monde a une version payante, ceux qui nous écoutent. Et ce qui vient d'apparaître depuis quelques jours, c'est le fait qu'il y ait des produits vraiment qui remontent dans les résultats de recherche, un peu à la Google Shopping. Et ça, c'est basé sur un référencement Bing. Aujourd'hui, c'est gratuit. On voit très très peu de trafic. Aujourd'hui, notre trafic venant des LLM, c'est moins d'1% du trafic, même si ça augmente par rapport au tout petit, ça augmente un petit peu progressivement. Mais ça reste pour l'instant embryonnaire, mais c'est clairement un sujet à suivre. Que ce soit dans les manières d'acheter des gens, où on sent qu'il y a des choses qui vont arriver, et aussi la manière dont on doit offrir un parcours. Ça va, je pense, aussi beaucoup évoluer l'attente de réponse. On a été habitué avec Google de taper des mots-clés pour avoir des résultats. Là, on pose une question, on nous la reformule, on nous écrit un roman, des bullet points, des plus, des moins. Ça repose, je trouve, aussi la question du vocal, l'importance du vocal demain, ce qui pose la question de comment on répond à la recherche d'un client demain en s'appuyant sur ces nouvelles tendances qui sont déjà là. Ouais, et tu parlais de nouvelles habitudes.
Là, on enregistre ce podcast, on est en mai 2025. On s'amusera à le réécouter dans 6 mois et ça nous paraîtra très daté. Mais dans les choses qui sont sorties là récemment, c'est par exemple ta Perplexity qui commence à faire des mots-clés sponsorisés. Je pense pas en France, mais plutôt aux US. Donc, qui reprend les recettes qui ont fait le succès des moteurs de recherche. Donc on a cette tendance-là. Aujourd'hui, quand on recherche sur ChatGPT, on demande de comparer des produits, de trouver des produits avec la meilleure offre, etc. En fait, il arrive à extraire de différents sites, avec certains des petits sites pas connus, il arrive à extraire le prix avec les frais de livraison, avec les promotions, un peu à la Google Shopping, donc c'est déjà un peu en train de se faire, sans trop connaître les règles pour comment c'est recensé. Et puis il y a eu une annonce avec OpenAI et Shopify sur le fait de pouvoir intégrer directement un parcours marchand dans OpenAI, et donc de pouvoir faire le checkout directement dans ChatGPT. Ce qui, du coup, va bouleverser pas mal de choses. Donc, je pense qu'on est au tout début. On est au tout début du sujet. Et ça va être passionnant de voir comment ça évolue. Même si la grande, je pense, différence avec l'évolution de Google, c'est qu'il y aura quand même beaucoup, beaucoup moins d'espace. On voit bien, quand on a une réponse d'un LLM, il y a 3, 4, 5 possibilités. On a quand même beaucoup plus de résultats aujourd'hui sur Google. Donc, en fait, les places vont devenir encore plus chères. Je pense que ça va devenir encore plus challengeant en termes de parcours. Écoute, ça nous promet des journées bien denses et bien complexes pour trouver notre place. Mais effectivement, je partage à 100%. Les places sont chères. La reco et les réponses du LLM, en fait, sont considérées comme fiables. Même si parfois il peut y avoir des approximations, il y a quand même une tendance à s'y fier. Et donc, cette capacité de curation, elle va être assez importante et je pense qu'elle va impacter. On regardera, on en reparlera dans quelques mois, quelques années, Agnieszka. Et du coup, ma question suivante, c'est en parlant d'IA, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Donc, tu disais que vous avez utilisé déjà des outils qui utilisent des technos d'IA génératives ou pas. Aujourd'hui, quelles sont les initiatives que toi, tu as mises en place ou que vous avez mises en place chez Cultura ? Des initiatives. On n'est pas très innovant chez Cultura. On essaye d'être dans l'air du temps. Tu rigolais la dernière fois que je t'ai dit ça, mais c'est vrai, on fait des choses. On fait pas des tests extraordinaires. Aujourd'hui, on a fait des tests sur l'amélioration, par exemple, de la qualité de nos fiches produits, que ce soit dans le descriptif ou pour avoir des attributs mieux remplis. Donc ça, c'est plus les équipes data qui ont mené ces tests. Et nous, on les a aidés à tester. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de faire ça avec de l'IA ? Parce que la question, c'est est-ce que demain, Google va sanctionner les contenus créés par des IA ? Est-ce qu'il saura les différencier ? On a toujours cette crainte, quand il y a quelque chose qui devient un peu facile avec Google, jusqu'où quel sera le cadre de jeu derrière ? Et puis tu as la question de l'uniformité aussi, parce que si tout le monde fait ça, comment est-ce que tu trouves ta touche singulière ? Ça, c'est intéressant. Exactement. Si tout le monde fait ça, effectivement, tout le monde aura la même typologie, la même qualité. Et finalement, on va devoir de plus en plus former les gens à apprendre à prompter pour créer du contenu différenciant avec de l'IA. Donc, la qualité du prompt va presque devenir plus importante que le contenu final. En termes de formation, on parlait de parcours, d'évolution des métiers. Il y a clairement des métiers qui sont en train de switcher à ce niveau-là. Et du coup, est-ce que tu as une initiative que tu veux partager, que vous avez mise en place, sur l'IA ? Vous avez commencé à former, vous avez des groupes de travail. Qu'est-ce que vous avez même si tu prends beaucoup de pincettes pour me dire que vous n'êtes pas à la pointe de l'innovation, je ne peux imaginer que vous n'ayez pas bougé encore, Agnieszka. Alors, on s'est organisé, effectivement, on a un groupe de travail qui est transverse entre métiers, que ce soit des personnes qui travaillent sur la partie contenu, que ce soit des personnes de la data. Il y a bien sûr des personnes du SEO et de mes équipes. Au sein de l'e-commerce uniquement, ou c'est au-delà de l'e-commerce ? Non, ça va au-delà. Quand je dis contenu, ça peut être du contenu de marque chez Cultura. Okay. En fait,
qui veut vient. On est un petit comité de veille de bonnes pratiques qui se réunit tous les 15 jours pour dire tiens, moi j'ai testé ça, tiens, j'ai vu tel outil, tiens, on va faire un POC avec un tel, tiens, on a essayé de créer une image et il y avait 5 doigts. Enfin bon, tous ces éléments-là pour que chacun dans son périmètre partage ce qu'on est en train de faire et qu'on ait un peu de visibilité. Et ce comité, il a permis aussi de commencer une sensibilisation auprès de la direction et de dire ok, il y a un truc qui est hyper puissant, mais on a été vite conscient qu'il fallait un cadre de jeu. Un cadre de jeu sécurisé, donc déjà validé avec les équipes sécurité de Cultura, et aussi poser un cadre où on pourra mettre de la donnée Cultura, parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a un sujet de comment on fait pour que la donnée Cultura ne se retrouve pas à qui le veut, en sachant bien prompter, disponible, surtout sur de la donnée sensible. Donc il y a une partie éducation et poser un cadre où ce sera de la donnée Cultura, pour Cultura, by Cultura, où les gens pourront faire des choses, mais qui resteront dans un cadre sain et aussi avec un outil dont l'éthique nous convient. Parce qu'il y a tous ces sujets-là qui viennent. C'est comment on a entraîné le modèle, quelle est la donnée qu'on lui a donnée, où va la donnée qu'on lui a donnée. Et on est tous à des niveaux différents. Il y a des gens qui sont très appétents, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que s'ils mettent ça dans ChatGPT, c'est problématique. C'est open source, on va dire ça comme ça. Et ça va nous permettre d'accélérer en 2025 dans un cadre plus sécurisé. Donc on a passé une année à échanger, à poser le cadre, à sécuriser, à sensibiliser la direction, dont certains étaient très appétents déjà au sujet, mais pour qu'on aille tous dans le même sens et qu'on en fasse un sujet aussi stratégique d'entreprise. Et du coup, est-ce que tu as un rêve ou un truc que tu aimerais bien voir éclore, une initiative IA ou une fonctionnalité ou un projet IA que tu aimerais bien voir éclore chez Cultura? C'est pas, Un truc que tu as vu chez un concurrent ou dans un autre pays ou, C'est quand même pas une question facile, mais je pense qu'on a aujourd'hui... alors, je dis IA, mais il n'y a pas forcément que l'IA pour répondre à ces sujets-là, mais il y a des initiatives de comment on laisse la place à chaque personne, de ne pas faire du copier-coller, des regroupements d'Excel, des choses pas intéressantes, mais qui se concentrent dans son métier, en fait, pour faire le plus intéressant de son métier. Et comment on s'appuie sur l'IA ou d'autres outils, mais pour vraiment arrêter de faire des tâches à faible valeur ajoutée. Et ça, ce serait un peu mon souhait pour mes équipes, parce que oui, on a tous des tâches qu'on n'aime pas faire, chronophages, sans grosse valeur, et ça, clairement, qu'on dégage le temps pour utiliser notre espace de créativité, de temps de cerveau, d'analyse, d'intérêt, d'interaction à des choses qui vont être différenciantes et aussi qui vont nous élever, en fait, qui vont faire qu'on va aimer notre job, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de métiers peu valorisants, de tâches répétitives qui ont été créées dans le secteur du tertiaire, et je me dis que c'est une opportunité de les déléguer pour faire des choses qui nous éclatent plus, parce que je pense que c'est important de s'éclater dans son boulot. Alors, j'espère que tu ne mets pas les podcasts qu'on fait ensemble dans cette catégorie, bien que Google ait sorti une fonctionnalité, je ne sais pas si tu en as entendu parler, avec Notebook LM, qui permet en fait de créer un podcast from scratch à partir de quelques éléments. Voilà. Donc j'espère qu'on ne tombe pas dans cette catégorie, Agnieszka. On n'en sait rien. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai un plaisir à vivre cette expérience aujourd'hui. Bon, plaisir partagé. Moi, je voulais qu'on ouvre un troisième chapitre après l'omnicanalité et l'IA l'IA pour le commerce, qui est le numérique responsable. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi le numérique responsable? Est-ce que le numérique peut être responsable? On va ouvrir le volet philosophique, et après tu nous diras quels sont les livres que tu aimes lire. Mais c'est quoi le numérique responsable pour toi, Agnieszka? Le numérique responsable, c'est utiliser le numérique à bon escient.
que ce soit d'un point de vue bien sûr écologique, mais aussi social sur ces éléments-là. D'ailleurs, je vais pas parler de livres, mais j'encourage à faire la fresque du numérique, parce que le numérique responsable, c'est pas que le sujet des gens qui font du e-commerce. En fait, c'est le sujet de tout le monde, parce qu'on utilise tous finalement le numérique. On a quasiment tous un téléphone portable, un ordinateur, on est connecté, on va sur les réseaux sociaux, et c'est poser le sujet de ce qui nous paraît immatériel. En fait, qu'est-ce que ça puise comme ressources aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut créer comme tension dans l'univers, et aussi d'un point de vue social, comment on rend tous ces contenus accessibles à tout le monde, parce que oui, il y a des personnes qui peuvent être en situation de handicap à un moment, et d'ailleurs potentiellement on est tous à un moment de notre vie dans une situation de handicap, et s'assurer en fait que ce qu'on produit sur le digital, ce soit pas sélectif que pour certaines personnes. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont portés, et bien d'autres que j'ai dû oublier, mais c'est hyper large, et c'est quelque chose qu'il faut mener finalement, le diffuser au plus grand nombre. Et du coup, effectivement, l'IA dont on parlait juste avant pose plein de questions sur son caractère responsable ou peut-être peu responsable au vu de la consommation énergétique. Donc ça, c'est des sujets qui vont j'imagine, poser pas mal de questions. Aujourd'hui, vous avez mis en place, t'as des initiatives que tu veux partager sur le numérique responsable sur le site Cultura ? Sur le site, même si elles ne sont pas toutes visibles, je dirais que finalement, c'est l'invisible qui est aussi important que le visible. Déjà, on a posé un audit sur la partie RG2A pour voir est-ce que notre site est accessible. Je spoil tout de suite, les résultats n'étaient pas du tout bons il y a 18 mois. On n'a pas refait l'audit depuis, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur une roadmap pour améliorer petit à petit la situation. 1, c'est améliorer l'existant, et 2, la partie non visible dont je parlais, c'est maintenant, quand on crée une nouvelle fonctionnalité, quand on imagine quelque chose, on s'assure que tout ça ce soit compatible avec la RG2A dès le départ. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme quand on fait des UX, quand on code, d'avoir ces réflexes-là, ça prend du temps, parce que de former les gens, de changer j'ai appris à coder avec ChatGPT à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois prendre en compte pour que ce soit accessible au plus grand nombre. On accompagne ce changement. Et ça fait partie maintenant des étapes quand on définit une nouvelle fonctionnalité. Il y a une coche, est-ce que c'est compatible RG2A ? Ensuite, il y a une partie bon sens. Sur la partie numérique responsable. C'est sur ma page, on a tendance dans l'e-commerce à avoir peur du vide, à avoir peur de ne pas avoir assez, de vouloir avoir toujours plus de produits, de médias, de contenu. Est-ce que le poids de ma page, quand est-ce qu'il vient contre-productif ? Que ce soit pour mon référencement Google, mais aussi pour l'expérience client, parce que c'est trop lourd à charger, et finalement, ça n'ajoute rien à la vente. Donc, c'est comment on définit des critères pour dire, au-delà de ce nombre d'éléments sur la page, ça sert à rien d'en rajouter, parce que ça te fera pas améliorer ton commerce, et au contraire, ça va détériorer ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu pour limiter le poids. Et après, il y a toute la bonne pratique sur le poids des images, le poids des vidéos, par défaut, ne pas mettre de la haute définition, etc. Là, on parle des éléments sur le site qu'on consomme, mais aussi, c'est toute une sensibilisation sur la partie hardware. Tu changes pas ton ordinateur tous les 4 matins, on essaie d'avoir du matériel reconditionné, de respecter son matériel. Tu pourrais me dire c'est du bon sens, mais en fait c'est hyper important, parce que la première source de tension dans le numérique responsable, c'est créer le device, c'est le hardware. Donc chacun doit jouer là-dessus, et ça, il n'y a pas besoin d'être hyper expert dans le numérique responsable pour le comprendre, et on peut tous agir que le dernier iPhone ou Samsung vient de sortir, peut-être que je vais attendre que mon appareil soit plus en fin de vie, ou alors je lui donne une deuxième vie dans un circuit de reconditionnement pour ne pas perdre toutes ces ressources qui ont été durement extraites de la terre pour le produire. Tu as une très belle campagne sur The Back Market, je ne sais pas si tu l'as vu, qui met en avant comment
l'évolution des modèles de téléphone à détériorer des paysages. C'est extrêmement bien fait. Je t'invite à la découvrir si tu l'as pas vu. Moi, j'entends que tu t'en parles avec beaucoup de passion, Agnieszka. On sent que c'est un sujet qui est important pour toi. Oui. Tu disais que tu parlais de la fresque du numérique. Toi, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu portes aujourd'hui au-delà de ton entreprise. Alors, au-delà, non. Déjà, je m'engage au sein de l'entreprise. C'est donner la possibilité aux collaborateurs de se former à la fresque du numérique. Donc, toi, tu es engagé dans la fresque, tu es alors, certifié. Je suis formateur et je suis fresqueuse, okay. Exactement. Mais aujourd'hui, je suis fresqueuse débutante, donc je m'appuie sur des fresqueurs experts pour animer des fresques du numérique, pour tout simplement rendre ce support accessible au plus grand nombre. Et ça ne veut pas dire que aux équipes e-commerce. On fait une campagne plus large pour baquer notre ambition. C'est d'avoir 50 personnes dès ces premières sessions, pas toutes en même temps, mais formées sur le mois de juin, pour juste être conscients et qu'eux-mêmes aient peut-être envie de devenir fresqueurs et le transmettre déjà à leurs proches, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour partager tout ce qu'il y a dans la fresque du numérique. Quand tu me racontes tout ça, j'ai envie de te poser une question peut-être plus globale, qui est aujourd'hui, c'est quoi le projet ou l'initiative ou la chose dont tu es le plus fier de ce que tu as accompli, où tu te dis, tu regardes et tu dis, ça c'est cool d'avoir fait ça. On va un peu sortir du numérique responsable. Alors on va complètement en sortir, parce que moi, la chose dont je suis le plus fière, c'est ce qu'on a vécu sur novembre-décembre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je considère qu'on a vécu la meilleure fin d'année, le meilleur Noël qu'on pouvait offrir à nos clients et à nos collaborateurs. Tout était... on peut toujours faire mieux, hein. Mais on a atteint un niveau où on s'est tous éclatés. Tout était bien. Il n'y avait pas ce petit caillou dans la chaussure qui est arrivé, que ce soit pour des Covid, des grèves, des chutes de neige, etc. On a livré nos clients, on a des niveaux de satisfaction client hyper élevés. Nos équipes ont pu réaliser des chiffres super, mais de qualité. C'est toujours important, c'est faire du chiffre pour faire du chiffre. Le but, c'est derrière de ne pas avoir de retour. C'est que les clients ils reviennent, c'est que les clients ils disent chez Cultura c'est quand même chouette, j'ai vécu une super expérience, que ce soit sur le site ou en magasin, et je considère que toutes les étoiles étaient vraiment alignées, et ça a donné un moment d'euphorie, de légèreté sur cette période de Noël qui nous a tous fait du bien, et de voir jusqu'où on pouvait aller pour nos clients, et finalement l'aboutissement de mes 7 années chez Cultura, où je me suis dit oui, c'est ça que j'avais imaginé en arrivant chez Cultura. C'est un peu ce que j'ai vécu en cette fin d'année, donc j'en suis fière, et surtout je suis super fière des équipes qui m'ont permis de le faire. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je sens une vraie énergie qui transporte Agnieszka. On sent que c'est extrêmement sincère, et je trouve que c'est un très bel exemple. Du coup, si on continue un peu dans ce fil-là, moi j'ai envie de te dire, c'est quoi le conseil peut-être que tu as envie de donner à nos auditeurs et à nos auditrices. Donc nous, tu sais, sur Agora, on donne la parole à celles et ceux qui font le digital commerce. Donc, nos auditeurs et nos auditrices contribuent et font aussi du digital commerce à différentes échelles. C'est quoi le conseil que tu as envie de leur donner pour, dans leurs projets, dans leurs initiatives, dans leur approche, dans leur manière de faire ? Toute humilité, évidemment, mais qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui avec cette expérience que tu as accumulée chez Cultura et avant dans ta précédente vie ? L'importance de super bien s'entourer. Finalement, tous les projets, c'est avant tout de l'humain. Donc, bien s'entourer, travailler en transverse, c'est ce qui est le plus dur, mais c'est ce qui va permettre d'arriver au meilleur résultat à la fin. Je trouve que les projets en silo, on va plus vite, mais plus vite, on va se prendre des portes pour aller à l'étape d'après. Sur des projets où on travaille plus en transverse, ça va être potentiellement plus dur, parce qu'on va avoir une richesse des besoins, des parcours, de tout ce qu'on veut, des demandes, qui va être beaucoup plus importante, mais ça va nous permettre de, voir beaucoup plus loin, et surtout de pouvoir évoluer beaucoup plus progressivement dans le projet, beaucoup plus longtemps. J'ai une dernière question pour toi, Agnieszka. En tant que passeuse de culture,
C'est quoi ton livre que tu as envie de nous recommander aujourd'hui? C'est quoi le livre que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui? On n'est pas obligé de parler boulot. Ah mince. Mais on peut aussi. Moi, je suis très friand de livres business, donc, mais on peut s'ouvrir. Le champ est libre. Alors, moi, j'ai redécouvert un livre que j'ai fait lire à quasiment toutes mes équipes, qui est La 25e heure. Pour mieux s'organiser au quotidien. Moi, j'ai bien aimé ça. Personnellement, je l'ai écouté en livre audio dans la voiture où je me suis dit, tiens, très bien, je vais remettre ça pour remettre des bonnes pratiques, une bonne hygiène dans la vie, les to-do list. Même s'il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà, c'est bien d'avoir quelques tips pour essayer, continuer à s'organiser. Le but, c'est quoi? C'est travailler mieux pour travailler de manière plus performante, mais finalement se concentrer sur ce qui est le plus intéressant. Donc c'est un petit livre qui prend très peu de temps à lire, plein de bon sens, et moi j'aime bien les livres de bon sens. Donc à retrouver sur cultura.com, c'est ça? Et bien évidemment. Parfait. Agnieszka, merci beaucoup d'être venue dans le podcast, partager et témoigner de ce que tu as mis en place chez Cultura. Un grand merci pour ce partage en toute transparence. C'était extrêmement agréable et je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup.